Et si notre modèle de l'univers était faux? En 2022, le télescope James Webb Space Telescope a regardé plus loin que n'importe quel instrument avant lui. Et ce qu'il a vu ne devait pas exister. Des galaxies trop massives, trop organisées, trop anciennes. Alors est-ce que nous avons mal compris l'origine du cosmos? Restez jusqu'à la fin, parce que la troisième découverte pourrait forcer les physiciens à réécrire les lois fondamentales de l'univers. Quand les premières données sont arrivées, plusieurs équipes ont cru à une erreur de calibration, un bug logiciel, un problème de redshift, une mauvaise estimation de distance. Parce que si les chiffres étaient corrects, alors quelque chose n'allait pas dans notre compréhension de l'univers. Et plus les analyses indépendantes se sont accumulées, plus le malaise a grandi. Pour comprendre le problème, il faut parler du James Webb Space Telescope et de ce qu'il mesure réellement. Il observe dans l'infrarouge. Cela lui permet de capter une lumière étirée par l'expansion de l'univers. Plus une galaxie est éloignée, plus sa lumière est décalée vers le rouge, c'est ce qu'on appelle le redshift. Un redshift supérieur à 10 signifie que la lumière a voyagé plus de 13 milliards d'années. Autrement dit, nous voyons ces galaxies telles qu'elles existaient à peine 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Remettons cela en perspective. Si l'âge de l'univers était compressé en une année, ces galaxies apparaîtraient dans les tout premiers jours de janvier. À cette époque, selon le modèle cosmologique standard, la matière noire formait à peine des halos gravitationnels. Le gaz d'hydrogène et d'hélium commençait à se contracter. Les premières étoiles appelées étoiles de population 3 venaient juste de naître. Les galaxies devaient être petites, fragmentées, violentes, instables, un univers encore en chantier. Mais ce que James Webb révèle est radicalement différent. Certaines galaxies détectées présentent des masses estimées à plusieurs dizaines de milliards de masses solaires, une organisation interne déjà structurée, une formation stellaire soutenue et continue, parfois même des morphologies qui rappellent des disques réguliers, et dans certains cas, leur masse approche celle de la Voie lactée. Rappelons que la Voie lactée a eu plus de 13 milliards d'années pour atteindre sa taille actuelle. Ces galaxies, elles auraient eu moins de 400 millions d'années. C'est comme voir une métropole entièrement construite, alors que les fondations viennent tout juste d'être posées. Le cœur du problème n'est pas philosophique, il est mathématique. Pour former autant d'étoiles en si peu de temps, il faudrait que le gaz primordial s'effondre presque instantanément, que l'efficacité de conversion gaz-étoile soit proche du maximum théorique, que les supernovas ne dispersent pas trop de matière, que les collisions et fusions galactiques soient extrêmement rapides. Même en optimisant les paramètres dans les simulations numériques, on peine à produire des galaxies aussi massives aussitôt. Certaines équipes ont tenté d'ajuster le taux de formation stellaire, la densité initiale des fluctuations quantiques, la vitesse d'accrétion du gaz. Mais chaque ajustement crée d'autres incohérences ailleurs dans le modèle. C'est un effet domino cosmologique. Alors certains ont proposé une hypothèse plus prudente. Et si on surestimait leur masse? Les premières estimations photométriques pouvaient être biaisées. Mais lorsque les spectres ont été confirmés, lorsque les distances ont été recalculées, lorsque plusieurs équipes indépendantes ont obtenu des résultats similaires, le doute instrumental a commencé à s'effacer. Et un autre doute est apparu. Peut-être que la formation stellaire dans l'univers primordial était bien plus efficace. Peut-être que les nuages de gaz étaient plus denses. Peut-être que les premières étoiles étaient plus massives et plus lumineuses. Mais cette hypothèse pose un autre problème. Une formation stellaire extrême devrait produire un rayonnement intense. Or, l'univers devait encore traverser la période dite de réionisation, où la lumière commençait tout juste à circuler librement. Si ces galaxies étaient si actives,
alors elles ont peut-être contribué massivement à rendre l'univers transparent, ce qui changerait aussi la chronologie de cette transition. Imaginez maintenant qu'au centre de ces galaxies déjà trop massives se cache quelque chose d'encore plus dérangeant. Un objet si extrême que, selon nos calculs, il ne devrait tout simplement pas exister à cette époque. Un monstre gravitationnel né beaucoup trop tôt. Lorsque le James Webb Space Telescope analyse la lumière de certaines galaxies très lointaines, il ne se contente pas d'en mesurer la distance. Il décompose leur lumière. Et dans ces spectres apparaissent des signatures très spécifiques. Des raies d'émission élargies, une luminosité intense concentrée au centre, des variations caractéristiques d'un disque d'accrétion. Ce sont les signes d'un noyau actif, autrement dit, d'un trou noir supermassif en train de dévorer de la matière. Un trou noir supermassif peut peser 1 million de masses solaires, 100 millions, parfois plus d'1 milliard. Et c'est là que le problème devient sérieux. Dans le modèle standard, un trou noir supermassif se forme en plusieurs étapes. Une étoile très massive naît. Elle explose en supernova. Elle laisse derrière elle un trou noir stellaire. Ce trou noir grossit lentement en absorbant du gaz. Il fusionne avec d'autres trous noirs au fil des collisions galactiques. C'est un processus progressif, long, hiérarchique. Même avec une accrétion constante à la limite théorique appelée limite d'Eddington, il est extrêmement difficile d'atteindre 1 milliard de masses solaires en moins d'1 milliard d'années. Or, James Webb observe des quasars actifs, alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Ce n'est pas juste rapide, c'est presque impossible selon nos équations actuelles. Face à cela, plusieurs scénarios ont émergé. Le premier a été les étoiles de population 3 ultramassives. Les premières étoiles auraient pu être bien plus massives que celles d'aujourd'hui, plusieurs centaines de masses solaires. Leur effondrement aurait produit des graines de trous noirs plus lourdes dès le départ. Mais même ainsi, le facteur temps reste serré. Le deuxième a été l'effondrement direct de nuages géants. Au lieu de passer par une étoile, un énorme nuage de gaz aurait pu s'effondrer directement en trou noir. Ce scénario permettrait de démarrer avec une masse initiale beaucoup plus élevée. Mais il nécessite des conditions très spécifiques et rares. Le troisième a été une accrétion ultra efficace. Peut-être que ces trous noirs ont englouti de la matière à un rythme supérieur aux limites théoriques connues. Mais cela implique des mécanismes physiques encore mal compris. Et enfin, le quatrième a été le rôle de la matière noire. Si les halos de matière noire étaient plus denses ou plus concentrés dans l'univers primordial, ils auraient pu canaliser le gaz vers le centre des galaxies plus efficacement. Cela aurait accéléré la croissance des trous noirs. Mais cela signifie aussi que la matière noire aurait joué un rôle plus actif que prévu. Et là encore, cela touche aux fondations du modèle cosmologique. Traditionnellement, on pense que les galaxies se forment, puis un trou noir grandit en leur centre. Mais si ces trous noirs existaient déjà massifs très tôt, alors c'est peut-être l'inverse. Peut-être que ces noyaux gravitationnels ont servi de moteur, en attirant la matière, en déclenchant des vagues de formation stellaire, en régulant la croissance des galaxies par leur jet énergétique. Dans ce scénario, les trous noirs ne seraient plus une conséquence de l'évolution galactique. Ils en seraient l'architecte initial. Si cela est vrai, alors notre chronologie cosmique est partiellement inversée. Les galaxies ne seraient pas les mères des trous noirs. Les trous noirs auraient pu être les catalyseurs des galaxies. Et cela change profondément notre vision de l'univers primordial. Au lieu d'un cosmos lentement structuré par le hasard des fusions, nous aurions un univers où des noyaux ultra-denses orchestrent très tôt l'organisation de la matière. Mais ce bouleversement reste encore local. Le troisième point, lui, ne concerne plus seulement des objets extrêmes. Il remet en question l'équilibre global de l'univers lui-même.
Tout notre modèle cosmologique repose sur deux piliers invisibles, la matière noire et l'énergie sombre. Nous ne les voyons pas, nous les déduisons. Mais si l'un de ces piliers n'était pas stable, alors tout l'édifice théorique pourrait vaciller. Aujourd'hui, le modèle cosmologique standard appelé modèle lambda Cold Dark Matter décrit un univers composé d'environ 5% de matière visible, 25% de matière noire, 70% d'énergie sombre. L'énergie sombre a été introduite à la fin des années 1990 pour expliquer une découverte inattendue. L'expansion de l'univers accélère. Autrement dit, les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Pour rendre cela compatible avec les équations d'Einstein, on a supposé que l'énergie sombre est uniforme, présente partout, constante dans le temps, une sorte de pression négative intégrée à l'espace lui-même. Et pendant plus de 20 ans, ce modèle a remarquablement bien fonctionné. Mais les observations récentes du James Webb Space Telescope introduisent une tension. Ils montrent que des galaxies massives apparaissent plus tôt que prévu. Les structures semblent se former plus rapidement. Certaines distributions galactiques pourraient être légèrement décalées par rapport aux prédictions. Individuellement, chaque anomalie pourrait être ajustée. Mais ensemble, elles dessinent une question plus profonde. Et si l'expansion de l'univers n'avait pas toujours suivi le rythme que nous pensons? Si l'énergie sombre était plus faible dans l'univers primordial, alors la gravité aurait dominé plus longtemps. Et si la gravité dominait davantage, les fluctuations de densité auraient grandi plus vite. Les halos de matière noire se seraient formés plus tôt. Les galaxies auraient émergé plus rapidement. Cela pourrait expliquer pourquoi James Webb observe des structures si développées si tôt. À l'inverse, si l'énergie sombre a varié dans le temps, cela signifie que l'histoire de l'expansion cosmique n'est pas linéaire. Elle serait dynamique, évolutive, peut-être même instable. Plusieurs pistes sont aujourd'hui étudiées sérieusement. La première est une énergie sombre dynamique. Au lieu d'être une constante cosmologique fixe, elle pourrait varier avec le temps, un champ évolutif, parfois appelé quintessence. La deuxième est une gravité modifiée. Peut-être que la relativité générale fonctionne parfaitement à petite échelle, mais différemment à l'échelle cosmique. Certaines théories explorent des ajustements subtils des équations gravitationnelles. La troisième est une interaction entre matière noire et énergie sombre. Et si ces deux composantes invisibles n'étaient pas indépendantes? Une interaction pourrait modifier la formation des structures sans que nous l'ayons encore intégrée aux simulations. Ce ne sont pas des spéculations marginales, ce sont des travaux publiés, débattus, testés. Parce que lorsque plusieurs observations pointent dans la même direction, la science ne les ignore pas. Elle les examine. Si l'énergie sombre n'est pas constante, alors tout change. Le rythme de l'expansion passée, le calendrier de formation des galaxies, la chronologie des grandes structures cosmiques, et même le destin final de l'univers. Un univers où l'énergie sombre varie pourrait ralentir dans le futur, se stabiliser, ou au contraire accélérer davantage. Dans certains scénarios extrêmes, l'univers pourrait même connaître une contraction future. Si l'énergie sombre évolue, alors l'histoire cosmique que nous enseignons aujourd'hui est une approximation. Pas fausse, mais incomplète. Cela signifierait un univers plus complexe que prévu, une physique encore partiellement cachée, une nouvelle génération d'équations à écrire. Et c'est peut-être cela le plus troublant. Le James Webb Space Telescope ne détruit pas le modèle cosmologique. Il révèle ses limites. Il montre que notre compréhension actuelle fonctionne, mais qu'elle pourrait être une première version. Et dans l'histoire des sciences, c'est souvent dans ces fissures que naissent les révolutions. Pendant des décennies, nous pensions comprendre l'histoire de l'univers. Un Big Bang, des étoiles, des galaxies. Puis nous, un récit ordonné,
Progressif. Logique. Mais aujourd'hui, grâce au James Webb Space Telescope, ce récit vacille. Des galaxies trop massives, des trous noirs trop précoces, une structure cosmique trop rapide. Et si l'univers n'avait jamais été lent et chaotique, mais rapide, structuré, presque déterminé? Peut-être que nos équations ne sont qu'une approximation? Peut-être qu'il manque une pièce fondamentale au puzzle? Ou peut-être que nous sommes simplement au tout début d'une nouvelle ère scientifique? Chaque photon capté par James Webb a voyagé plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Et maintenant qu'il est là, il nous oblige à poser une question inconfortable. Et si ce que nous appelons compréhension n'était qu'un brouillon de la réalité? L'univers est peut-être plus ancien, plus complexe, plus rapide, ou simplement plus mystérieux que nous l'avions imaginé. La vraie question n'est plus ce que James Webb a trouvé. La vraie question est, sommes-nous prêts à accepter ce que cela implique?